les systèmes de jonction. Ces systèmes de jonction ne sont pas spécifiques des cellules épithéliales, mais ils sont particulièrement développés dans ces cellules jointives. En effet, ces systèmes augmentent la cohésion intercellulaire, mais ils confèrent aussi aux épithéliums une fonction de barrière à perméabilité sélective. Il existe différents types de jonctions à relier à des fonctions différentes. Les jonctions serrées, appelées aussi jonctions étanches, tight junctions ou zonula occludens, forment un collier ou un anneau latéral autour de chaque cellule, juste en dessous de la surface apicale, fermant l'espace intercellulaire sur une distance de 0,1 à 0,3 micromètres, le rendant ainsi presque imperméable. Elles ne sont pas visibles en microscopie optique. Elles sont en rapport avec les filaments d'actine. Microscopie électronique montre que les feuillets externes des membranes plasmiques de deux cellules adjacentes sont étroitement associés. On observe un réseau de crêtes entrecroisées formant des lignes de soudure entre les membranes plasmiques des deux cellules adjacentes à la manière d'une fermeture éclair. Les protéines transmembranaires formant ces crêtes sont l'occludine et les claudines, qui se lient à des protéines intracytoplasmiques dites protéines de la plaque, c'est-à-dire les protéines ZO1, ZO2, ZO3 ou singuline, par exemple. Ces protéines de la plaque interagissent avec les filaments d'actine. L'anneau de jonction étanche qui entoure complètement les faces latérales des cellules épithéliales près de leur pôle apical a deux rôles majeurs. Premièrement, il constitue une barrière qui régule le flux des molécules à travers l'espace paracellulaire entre les cellules, car entre les sous-unités protéiques claudines, d'étroits pores peuvent permettre le passage des ions, mais pas des autres molécules. Deuxièmement, il sépare les deux domaines de la membrane plasmique, empêchant la libre diffusion des lipides et des protéines entre les domaines apical et basolatéral, permettant ainsi le maintien de la polarité cellulaire. Les jonctions d'ancrage ou jonctions adhérentes. Il existe plusieurs types de jonctions d'ancrage. Ces jonctions permettent à l'épithélium de résister au stress mécanique en lui apportant une cohésion, en reliant les cytosquelettes des cellules voisines. Les ceintures d'adhérence et les points de contact focaux sont en relation avec le cytosquelette d'actine, alors que les desmosomes et les hémidesmosomes sont en relation avec les filaments intermédiaires, filaments de kératine, dans les épithéliums. Ceinture d'adhérence ou zonula adherens. Ces jonctions intercellulaires forment une ceinture continue située sous les jonctions serrées, au niveau des faces latérales des cellules. Elles assurent la cohésion des cellules les unes par rapport aux autres, constituant des points d'ancrage pour les éléments du cytosquelette d'actine, de manière à rassembler les cytosquelettes de cellules individuelles en un robuste réseau transcellulaire. Visibles uniquement en microscopie électronique, elles apparaissent formées de trois parties. Des protéines transmembranaires, reliées entre elles au niveau de l'espace intercellulaire, des plaques denses cytoplasmiques juxtamembranaires, formant des bandes continues, et des microfilaments d'actine ancrés sur la plaque cytoplasmique. Sur le plan biochimique, dans les épithéliums, la protéine transmembranaire est la E-cadérine, E pour épithélium. Elle se fixe sur une autre E-cadérine provenant de la cellule adjacente. Cette adhérence est calcium
dépendantes. Les protéines intracytoplasmiques, c'est-à-dire les protéines formant les plaques denses, sont les alpha, bêta et gamma-caténines. Elles se lient d'une part au domaine cytoplasmique des cadérines et d'autre part, par l'intermédiaire de nombreuses autres protéines, au filament d'actine. Si les liaisons moléculaires nécessitent la présence de calcium, à contrario, la phosphorylation de certaines protéines, et en particulier de la bêta-caténine, empêche la liaison et provoque le désassemblage du complexe moléculaire, entraînant une perte d'adhérence cellule à cellule. Cette anomalie est présente dans les carcinomes et explique en partie la désolidarisation des cellules malignes et leur essaimage à distance, pouvant être à l'origine de la formation de métastases. Les points de contact focaux sont situés au niveau de la membrane plasmique de la face basale des cellules épithéliales et servent à l'ancrage des cellules sur le tissu conjonctif sous-jacent. Ils sont en relation avec le cytosquelette d'actine. L'aspect morphologique de ces jonctions est celui d'une plaque dense cytoplasmique associée à un réseau fibrillaire. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. Ces molécules sont des hétérodimères composées d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta. Les intégrines possèdent un grand domaine extracellulaire, un seul domaine transmembranaire et une queue cytoplasmique courte. Ce sont des récepteurs membranaires pour certaines protéines de la matrice extracellulaire. La liaison de ces protéines matricielles s'effectue par reconnaissance d'une séquence spécifique d'acides aminés, la séquence RGD, pour arginine, glycine, acide aspartique, localisée sur la protéine fibreuse de la matrice extracellulaire, fibronectine ou laminine par exemple. La chaîne bêta intracytoplasmique des intégrines se lie à différentes protéines intracytoplasmiques comme la taline et la vinculine qui assurent le lien entre les intégrines et les microfilaments d'actine. À proximité des contacts focaux, les microfilaments d'actine sont reliés entre eux par l'alpha-actinine. L'ensemble constitue un réseau très complexe qui relie le cytosquelette d'actine de la cellule aux constituants de la matrice extracellulaire. Les points de contact focaux sont des structures dynamiques qui réagissent et participent à la signalisation cellulaire lors de phénomènes de migration cellulaire notamment. Desmosomes ou macula adherens. Ce sont des jonctions intercellulaires ponctuelles situées sur les faces latérales des cellules épithéliales, mais aussi cardiaques. Elles sont visibles uniquement en microscopie électronique. Elles permettent la formation d'un réseau reliant les filaments intermédiaires d'une cellule à celui des cellules adjacentes, comme vous pouvez le voir sur la photo. Dans les cellules épithéliales, elles relient les filaments intermédiaires de kératine et dans les cellules cardiaques, les filaments de desmine. Ce sont des disques ou plaques d'adhérence formant comme des boutons pression arrimés à la face cytoplasmique de deux cellules adossées et reliées par des ponts protéiques transmembranaires. Sur le plan biochimique, ces protéines transmembranaires appartiennent à la famille des cadérines desmosomales. Ce sont les desmogléines et les desmocolines. Les protéines des disques ou plaques permettent le lien entre les cadérines desmosomales et les filaments intermédiaires, et ce sont en particulier la placoglobine ou gamma-caténine et les desmoplaquines.
Les desmosomes participent à la charpente cellulaire, au maintien de la forme des cellules. Ils confèrent résistance et rigidité à l'épithélium entier. Les hémidesmosomes sont situés sur la face basale des cellules épithéliales et sont en relation avec les filaments intermédiaires. Ils constituent des points de contact avec la lame basale et la matrice extracellulaire du tissu conjonctif sous-jacent. Ils accentuent la rigidité globale des tissus épithéliaux car ils forment des ponts entre les filaments intermédiaires du cytosquelette, kératine dans les épithéliums, et les constituants de la lame basale et de la matrice extracellulaire. Attention, malgré leur nom, leur structure n'est pas celle de simples demi-desmosomes. Visibles uniquement en microscopie électronique, ils sont formés d'une plaque cytoplasmique soudée à la surface cytoplasmique de la membrane plasmique. La structure moléculaire des hémidesmosomes est complexe et variable selon le type d'épithélium. Nous ne la décrirons donc pas dans le détail. Les protéines de la plaque cytoplasmique relient les filaments intermédiaires de kératine aux protéines transmembranaires, comme les intégrines, qui vont elles-mêmes se lier à leurs ligands, les protéines de la lame basale et de la matrice extracellulaire. Appelées aussi jonctions gap, nexus ou jonction d'échange, les jonctions communicantes constituent une zone spécialisée des membranes cellulaires opposées qui permet le passage d'ions et de petites molécules d'une cellule à l'autre. Elles se situent sur les faces latérales des cellules. Elles sont particulièrement nombreuses dans les cellules cardiaques et les cellules musculaires lisses. Elles sont peu abondantes dans les épithéliums matures, mais très nombreuses dans les épithéliums pendant la vie fœtale. Elles ne sont pas visibles en microscopie optique. En microscopie électronique, elles apparaissent comme des plaques au niveau desquelles les membranes plasmiques de deux cellules adjacentes sont accolées, tout en gardant un petit interstice de 2 à 4 nanomètres entre elles. Une jonction communicante est formée de nombreux pores ou canaux constitués d'une structure tubulaire appelée connexon. Le connexon est un demi-canal constitué de 6 protéines appelées connexines. Le canal a un diamètre de 1,5 à 2 nanomètres. 2 connexons se juxtaposent pour former un canal complet et permettre la communication d'une cellule à l'autre. Ces jonctions permettent le passage d'ions et de petites molécules d'un diamètre inférieur à 2 nanomètres, mais pas celui de molécules plus grosses et d'ions chargés négativement. Elles représentent des sites d'échange de métabolites, de nutriments, de facteurs de croissance et de différenciation, etc. Elles permettent aussi le transport de signaux électriques dans les cellules musculaires. Les connexons s'ouvrent ou se ferment en fonction de la concentration de calcium intracellulaire, du pH ou de signaux extracellulaires. L'élévation de la concentration de calcium intracellulaire, signe de mort cellulaire ou apoptose, aboutit à la fermeture des connexons. Ce mécanisme pourrait ainsi permettre d'isoler les cellules apoptotiques et d'empêcher la libération de leurs constituants potentiellement toxiques vers les cellules adjacentes viables.